Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. J'ai une invitée de marque aujourd'hui. Je ne sais pas si vous la connaissez. Je sais pas cette personne. Je crois qu'on s'est rencontrés il y a déjà quelques temps. Quelques années. Il y a quelques années. Bon, c'est une de mes enfants, c'est Ève. Mais Ève a changé de travail. J'ai changé de travail. Et c'est drôle, elle était dans les métiers du livre. Et donc là, elle a pris une orientation totalement différente. Elle est partie. Dans le milieu du livre. Du côté éditorial. Alors, vas-y, raconte-moi tout ça. Raconte-moi Alors, cette histoire, ce que tu faisais et ce que tu fais maintenant. Alors, donc j'étais commerciale donc depuis bientôt 6 ans. D'abord au sein d'une petite structure Cap Diffusion qui appartenait aux éditions Ouest France. Et après chez Média Diffusion, donc qui appartient au groupe Média Participation. Et dans ce groupe, vous avez des dizaines de maisons d'édition différentes. Et donc, en janvier, j'ai postulé pour une de ces maisons d'édition, donc pour les éditions La Martinière, que j'ai intégrée fin juin. Voilà, en tant que chargée relations libraires. Donc, ce qui consiste à faire de la com, en fait, directement auprès des libraires pour la maison d'édition. Voilà. Voilà, quand même, c'est pas mieux. C'est mieux. Ok, donc il y a Édition de la Martinière. C'est ça. Et ça te change? Ça change beaucoup. Parce que avant, j'étais en librairie. Maintenant, je suis au bureau. Donc voilà, entre le terrain et le bureau, c'est pas la même chose. Du côté commercial et du côté éditeur, c'est pas la même chose non plus. Et puis, c'est surtout qu'avant, je vendais les livres. Maintenant, j'en fais la promotion auprès des libraires. Donc, c'est pas la même chose. Sauf que tu connais un peu les libraires. Donc, je connais un peu les libraires. Mal, quoi. Et je connais aussi les livres, puisque il y en a beaucoup que j'ai vendus aussi. Donc, tu étais commercial basé en Normandie sur un secteur Grand Ouest, disons. Oui. Et là, tu es toujours en Normandie. Non, je suis à Paris. J'arrive à Paris au siège, du coup. Donc, changement de vie, forcément. Ouais, et alors, ça se passe bien. C'est pas la vie parisienne qui m'a attirée, hein, on va pas se le cacher. Paris, c'est sympa pour les vacances. Mais le boulot me plaît et mon environnement me plaît. Donc, Et quand je t'ai dit la Martinière, tu m'as dit la Martinière. Mais pas que. Ah. Parce que dans la Martinière, il y a aussi Delachaux. Alors, ça c'est marrant parce que c'est quand même un éditeur suisse. Ouais. Qui a fêté ses 140 ans cette année. Qui s'appelle pas que Delachaux. Delachaux et Niestlé. Voilà. Et tu as des bouquins à nous faire voir. C'est ça, il y en a plusieurs qui sont là. Alors, bon, chez Delachaux, ils sont connus pour leur guide ornitho, donc qui sont blancs avec la petite rayure rouge sur le côté. Enfin, leur guide de référence, dont le guide ornitho qui est le plus connu. Mais Delachaux fait aussi des ouvrages jeunesse. Et c'est quelque chose qui est beaucoup moins connu en fait chez Delachaux, qui est quand même donc toujours sur cette ligne directrice d'être sur la nature. Et au niveau de la jeunesse, il continue à faire la même chose, c'est-à-dire qu'il parle de nature. Là, moi, j'ai amené quelques livres. Parce qu'il paraît que cette famille, en déménageant, ça a été le souci aussi de trouver de la place pour les livres. Donc, j'en ai emmené 3 donc, de cette collection-là, qui sont en fait sur l'écologie, à expliquer aux enfants. Alors, à partir environ de 8 ans, on va avoir dit c'est quoi les énergies renouvelables, dit pourquoi les espèces disparaissent, et dit c'est quoi le changement climatique. Donc, à chaque fois, en fait, on va amener ces sujets-là, on va les expliquer aux enfants de manière assez simple, mais sans non plus simplifier de trop, en fait. On va donner les termes, hein. On va faire en sorte de bien expliquer en fait ce qu'est le changement climatique, les espèces qui disparaissent et comprendre l'énergie, comment ça se passe. À la fin de chacun des ouvrages, sur la dernière page, après le côté un peu quand même défaitiste dans les ouvrages de la situation, hein, quand on en parle des espèces qui ont disparu, que notamment il y en a qui disparaissent à cause de l'homme, etc.
Enfin, vous lisez ça à un enfant, vous vous dites le pauvre. Sauf qu'à la fin, on lui donne quand même des solutions sur quoi faire. Et notamment, on explique que voilà, on a de l'espoir. Si on protège 50% des terres et des océans, nos plantes et nos animaux pourront y prospérer. Bah, voilà, donc ça donne aussi envie, enfin pour moi, je vois ça comme ça, à la jeunesse de s'engager encore plus dès le plus jeune âge et de se dire que bah oui, nous, quand on est adulte, on a conscience de ça, mais il faut aussi l'expliquer aux enfants qui sont plus jeunes. Pourquoi on leur demande de trier les déchets? Pourquoi on leur dit de ne pas jeter leurs bouteilles de coca dans un lac ou dans une mer? Pourquoi en fait? Quand ils voient qu'il y a d'autres déchets qui ont été mis par d'autres familles à côté d'eux, quelle est la raison de tout ça en fait? Donc voilà. Bonjour Daen, 99 ou 99. Voilà, en fait, on va parler donc des différents bouquins que Eve va nous présenter. Ah, ça te rappelle ton mémoire, parce que c'était un mémoire sur quoi? Euh, et puis moi, je vais aussi intercaler avec des textes. Euh, voilà. Et là, par exemple, j'avais un bouquin, je crois que Eve, tu le connais, ce bouquin-là. Je le connais. Ça s'appelle l'Almanach survivaliste. Alors là, c'est le 2021, mais il existe un 2022. Mais par contre, je sais pas, peut-être que Eve pourra me renseigner. Donc c'est aux éditions Vagnon. Et le 2021 est épuisé, le 2022 est épuisé. On fait comment pour les avoir? On fait comment? On attend la réimpression, mais je sais pas s'il y en a une. Je peux plus te dire moi maintenant. Voilà. Allez, je me renseigne. Et donc dans cet almanach survivaliste, je trouvais deux trois trucs assez marrants. Avoir des poules pondeuses et une ou deux ruches. En fait, c'est marrant parce que ça va vraiment dans le même objectif que les bouquins chez Delachaux. C'est-à-dire on essaye de trouver des solutions. Les poules deviendront vos meilleurs partenaires au jardin. En effet, elles vous fourniront des œufs quotidiennement, elles mangeront tous vos déchets alimentaires, elles vous fourniront un excellent compost et au bout de leur vie de pondeuse, elles serviront de repas. Elles lutteront efficacement contre de nombreux parasites et seront les meilleurs gardiens de vos ruches en attrapant les frelons asiatiques au vol. Les ruches vous permettront d'avoir du miel et favoriseront la pollinisation de vos plantes et légumes, et vous participerez à la sauvegarde de l'animal. Une ruche en forme produit en moyenne entre 10 et 40 kg de miel par an. Mais attention à ne pas taper dans la réserve alimentaire de vos abeilles la première année. Les essaims peuvent être achetés pour 60 € et votre ruche, si vous ne la construisez pas, vous coûtera 150 € environ. Voilà. C'est assez marrant cet almanach survivaliste parce que voilà, ça donne des petits trucs Ah oui, j'ai quand même trouvé la définition dedans du survivalisme parce que je trouvais que c'était assez intéressant. Et je trouve que c'est plein d'humour en plus. Activité de certaines personnes ou groupes de personnes, les survivalistes, consistant à se préparer à survivre à une catastrophe naturelle ou autre. Ainsi, 3 niveaux de crise sont identifiés. La crise locale, étendue et globale. Plusieurs natures de crise sont à dénombrer. La catastrophe d'origine naturelle, effondrement écologique, incendie, raz-de-marée, percussion de la Terre par une météorite, la catastrophe économique, krach boursier, déflation brutale, ou la catastrophe sanitaire, pandémie, accident nucléaire. Nous n'oublierons pas non plus les invasions extraterrestres ou les attaques de zombies. En résumé, tout événement cataclysmique qui changera l'ordre mondial et provoquera des remous ou un changement dans nos vies. Le survivalisme consiste à trouver des solutions à court, moyen et long terme pour survivre à tout ça. Alors voilà, on est survivaliste là actuellement puisque Eve nous donne des solutions avec les bouquins pour la jeunesse chez Delachaux. Et je propose que on commence par un des trois que tu nous alors c'était sur la cohabitation entre l'homme et l'animal, assez orienté sur la dégradation de la biodiversité. Ah ben commençons par celui-là. On commence par celui sur les espèces qui qui disparaissent. Allons-y. Hop. Après, j'en ai un peu parlé déjà. Hop. Est-ce que tu peux le faire voir comme ça qu'on voit un petit peu le graphisme. Ouais. Hop, je vais te mettre comme ça va être un peu mieux. Hop. Ok. Hop. Donc en fait, le principe, c'est on va donner un état de la situation actuellement,
qu'est-ce qui se passe au niveau de la planète, le fait qu'il y ait des animaux qui Qui disparaissent. disparaissent, ouais. Voilà. Et puis donc on a une planisphère. Vas-y, je te laisse tourner les pages. À la planisphère, on a. Après, on nous explique les différentes extinctions de masse selon différentes périodes. On nous explique aussi que dans l'être humain moderne crée la 6e extinction de masse. Donc ça a commencé avec le dodo, mais ça continué par exemple en 2011, donc ce qui est très récent, qu'on connaît quasiment tous, avec les rhinocéros noirs de l'Ouest qui se sont éteints. Enfin, des choses qui paraissent peut-être futiles pour certaines personnes, mais qui sont tellement marquantes de se dire que on a vécu des extinctions d'animaux. Le rhinocéros, c'est pas comme le dodo, enfin, c'est un animal qui parle, que les enfants connaissent. Donc, c'est assez intéressant de voir ça. On nous parle aussi de à cause de quoi en fait les extinctions arrivent, notamment cette 6e extinction donc à cause de l'être humain. Pourquoi? Parce que les terres où vivent les animaux disparaissent, donc parce qu'on construit nos maisons, etc. À chaque fois c'est expliqué, et que plus la population augmente, en fait, plus on utilise des parcelles de terrain de ces animaux et on les chasse petit à petit, et donc ils n'ont plus d'espace en fait où vivre. On nous parle aussi de la déforestation, de la pêche massive, notamment avec les chalutiers, de l'aquaculture. Enfin, voilà, on nous parle un petit peu en fait de toutes ces actions en fait que l'être humain peut mettre en place et qui détruit en fait l'environnement des espèces animales, quelles qu'elles soient en fait, qu'elles soient marines ou terrestres. Et sur la fin, donc, sur la fin de l'ouvrage, il y a des petites des pistes en fait sur là on a la pollution lumineuse Et sonore, voilà. Et puis hop, les écosystèmes, c'est là. Voilà. C'est ce que je lisais tout à l'heure, Voilà. du coup. Que si on... Il y a encore de l'espoir, en fait. C'est que si on protège seulement 50% des terres et des océans, nos plantes et nos animaux pourraient y prospérer. Et qu'à l'heure actuelle, seulement 14,9% des terres et 7,3% des océans de la planète sont officiellement protégés. Donc, il y a encore du boulot. Mais 50% de la terre, on ne demande pas de tout arrêter. C'est quelque chose qui est possible, qui est faisable, mais on ne peut pas le faire tout seul. Donc, il faut qu'on y aille tous ensemble. Ouais. Hop. Alors, le deuxième. Alors, dis, c'est quoi les énergies renouvelables? Ouais. Alors, je te laisse te présenter, puis après, j'aurai un truc à te lire que j'ai trouvé dans un dictionnaire sur le terme énergie renouvelable que j'ai trouvé très intéressant. Je me méfie avec toi. Méfie-toi. Mais c'est pareil, si tu as des choses à dire, n'hésite pas, parce que nous, on est intéressés. Si tu as travaillé sur le sujet, moi, ça m'intéresse beaucoup. Si tu as des références de bouquins que tu as lus qui peuvent nous apporter des choses, je demande que ça. Moi, l'idée du Twitch, c'est ça aussi. Hein, c'est pouvoir... oui, ouais. C'est relativiser. On sue, enfin, je veux dire, c'est une horreur, quoi. Et on le sait, hein, on voit bien. La seule solution, c'est de se mettre la tête sous le sable. Mais le sable est chaud maintenant, donc c'est un peu catastrophique. Mais voilà. Donc l'idée du Twitch, c'est quand même de partager justement nos sources et nos ressources pour qu'on puisse toutes et tous avancer et puis découvrir des solutions et puis faire des choses. Enfin, pour moi, c'est ma façon de concevoir le livre. Hein. C'est que le livre, il est là, il n'est pas là pour rien, quoi. Alors, bonjour Pascal. Bonjour tout le monde, ça faisait longtemps. Oui, bonjour alchimiste des mots. Oui. Ça faisait longtemps, content de te voir. Ouais, donc on reçoit Ève aujourd'hui, donc qui travaille entre autres pour La Martinière et là qui nous présente des bouquins des éditions de Lachaud et Niestlé sur l'environnement. Et donc le deuxième, c'est les énergies renouvelables. Je ne sais pas si vous avez suivi le débat en France quand même, en Europe, avec ce truc complètement fou de considérer que le nucléaire et le gaz étaient des énergies propres. Enfin, moi, j'ai envie de vomir, mais c'est pas le climat qui me fait ça. C'est de voir l'irresponsabilité de nos gouvernants
et gouvernante. Voilà, je te laisse continuer. Donc, sur celui-ci, alors toujours le même principe, hein, on est sur la même collection, donc on va être sur le même graphisme. Hop. Et donc, on va commencer par expliquer les différentes énergies, donc mécanique, solaire, électrique, thermique, et nous expliquer ce qu'est une énergie renouvelable et une énergie non renouvelable. Donc, en fait, vous avez le comparatif sur la double page, alors, qui est assez intéressant. Quand on voit le bateau à moteur et le bateau à voile de l'autre côté. Hop. C'est vrai que le vent, c'est renouvelable. C'est ça. C'est plus facile. On nous parle après des combustibles fossiles, donc comment ils se développent, etc. Voilà, alors ça, c'est pour l'Union européenne. Il faut vraiment qu'ils achètent ce bouquin-là, qu'ils se le fassent passer entre eux, qu'ils apprennent ce que c'est qu'un combustible fossile. Hein, et puis, c'est tellement absurde ce truc. T'as vu, c'est écrit le pétrole et les gaz naturels proviennent de minuscules organismes, le plancton qui vivait dans la mer à l'époque des dinosaures. Voilà. Donc ils s'expliquent bien, on pourrait presque leur photocopier, peut-être leur envoyer. Ouais, je pense qu'il faut voir, je sais pas, au niveau de la com, tu arriverais à envoyer à la communauté européenne. C'est pas moi qui gère, D'accord. Moi c'est les libraires, on va pas se précipiter. D'accord. Donc les combustibles fossiles, donc dits non renouvelables, donc on nous explique aussi le dioxyde de carbone qui se retrouve dans l'atmosphère, etc. Ce que ça peut aussi également provoquer. Hop. On parle aussi de ce qu'est le CO2. Hop. Le complément d'objet indirect. Non, c'est pas ça. Non. On rejette dans l'atmosphère. Et que en fait, on peut, en utilisant des énergies renouvelables, réduire les empreintes carbone. Oui, ils le savent très bien, malheureusement, mais y a tellement de comment, je sais plus comment on appelle ça, mais de lobbying. C'est fabuleux, quoi. On peut pas perdre de l'argent, quand même. Il faut mieux que la Terre explose que de perdre de l'argent. Je sais pas ce qu'on fera avec cet argent une fois que la Terre aura explosé, mais Ils espèrent conquérir Mars avant. Ouais, peut-être ça, ouais. Vive la science. De l'argent. La science est là, heureusement. C'est ça. Et donc, après, il nous explique chaque énergie renouvelable rapidement. Et après, sur chaque double page, en fait, vraiment les actions des énergies renouvelables, que ce soit dans la nature ou pour l'action humaine, en fait. Et comment on retransforme ces énergies en électricité. Les panneaux solaires, les moulins, le moulin à vent, donc avec les éoliennes, en fait, l'hydraulique. De l'éolienne. Comme ça. Voilà. Ok. Alors moi, je vais dire j'ai pris le dictionnaire de la pensée écologique, donc qui est au PUF, qui est fait sous la direction de Dominique Bourg et Alain Papeau, et j'ai trouvé une définition très intéressante. C'est en fait au niveau de l'énergie, des énergies renouvelables. Nos façons de dire l'énergie ne rendent toutefois guère justice aux découvertes des physiciens. Par exemple, dès lors que l'énergie d'un système isolé demeure constante, il devient trompeur de parler de production d'énergie, car cette expression laisse entendre que l'énergie pourrait émerger du néant. Ce qui est très bien expliqué dans les petits bouquins jeunesse, on voit très bien d'où ça provient. En réalité, il ne s'agit jamais que d'un changement de la forme que prend l'énergie, ou d'un transfert d'énergie d'un système à un autre, pas d'une création ex nihilo. Produire de l'énergie électrique dans une centrale hydroélectrique signifie transformer l'énergie potentielle de l'eau du barrage en énergie cinétique de cette eau dans les conduites, puis transférer cette énergie cinétique aux turbines et aux rotors des alternateurs qui, en définitive, la transforment en énergie électrique. La viscosité de l'eau, les frottements et l'effet Joule soustraient de ce flux une faible partie transformée en chaleur. L'énergie présente à la fin du processus est exactement la même qu'au début. Contrairement à ce qu'on proclame, on n'en a donc pas produit du tout. Pour mieux comprendre la façon dont les choses se passent, il faut faire appel à un autre concept, celui d'entropie. Il s'agit d'une grandeur qui caractérise la capacité d'un système physique à subir des transformations spontanées.
Plus grande est la valeur de l'entropie, plus faible est la capacité du système à se transformer. En évoluant, un système augmente son entropie, c'est-à-dire affaiblit sa tendance à évoluer. Plus il a changé, moins il a tendance à continuer à changer. C'est là tout le sens du second principe de la thermodynamique. L'entropie mesure en fait la qualité de l'énergie disponible au sein du système. Au cours de ces transformations, l'énergie se dégrade et devient de moins en moins utilisable. Une énergie de bonne qualité est une énergie ordonnée à faible entropie. C'est par exemple celle de la chute d'eau qui, dans un mouvement d'ensemble descendant, peut entraîner la rotation d'une turbine. Au bas de la chute, les molécules d'eau ont perdu l'ordonnancement vertical dû à la pesanteur qu'elles avaient lors de la chute. Leur énergie a perdu de sa qualité, elle s'est désordonnée et n'est plus aussi facilement utilisable. En fait, elle s'est en partie transformée en chaleur, notion ici ambiguë, car en réalité elle s'évanouit à l'échelle microscopique. Elle n'est qu'une partie désordonnée de l'énergie mécanique totale. De la même façon, on ne devrait pas parler de consommation d'énergie, car consommer la totalité d'un kilojoule d'énergie, ce n'est nullement le faire disparaître. C'est prendre un kilojoule d'énergie sous une forme de faible entropie, par exemple de l'électricité, et le convertir en une quantité exactement égale d'énergie sous une autre forme, possédant en général une entropie beaucoup plus élevée, l'air chaud ou l'eau chaude par exemple. En bref, consommer de l'énergie, ce n'est pas consommer de l'énergie, c'est créer de l'entropie. On ne devrait pas non plus dire qu'il existe des énergies à proprement parler renouvelables, car ce n'est jamais l'énergie elle-même qui se renouvelle, seulement le processus physique dont on l'extrait, par exemple le vent ou l'émission de lumière par le soleil. Voilà. Voilà. Moi, je trouve. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce dictionnaire de la pensée écologique, mais c'est vraiment un outil de travail extrêmement intéressant qui, justement, permet de mettre des mots sur les différentes situations et, euh, et comment. Enfin, des a priori, des choses, des idées toutes faites ou des idées qu'on nous présente comme ça. J'avais relevé des chiffres inquiétants. Les animaux sauvages ne représentent que 3% de la masse des mammifères actuellement. Et 2 tiers, ouais, 2100, c'est vraiment. C'est demain. Ouais, c'est demain. Ouais, oui, c'est hyper intéressant. Là, je prends comme ça, il y a la permaculture, enfin, il y a, il y a, il y a, il y a aussi Ivan Illich, enfin Ok. bref, il y a les noms propres, etc. La permaculture, c'est tout un truc. Ouais, la forêt, la fiscalité écologique, bref, c'est vraiment génial. Oui, oui, c'est vraiment très impressionnant. Oui, quand on dit euh, quand on parle de l'homme avec un grand H, mais qu'est-ce qu'on est, quoi, en fait? Que dalle, quoi. Bref, voilà, je vais mettre la référence du bouquin de Dominique Bourg, enfin, qu'il a fait sous la direction. Et il y en a un troisième. Il y en a un troisième qui est dit c'est quoi le changement climatique? C'est quoi? Je me demande un petit peu parce que qu'on soit, C'est quoi? qu'on C'est soit quoi en le France ou en changement Suisse en ce climatique? moment, bon, un petit peu chaud, on le subit. Donc je pense C'est que l'été, c'est l'été. ouais. Oui, bah tu sais, quand la famille a eu 35 degrés en Normandie, Ah oui, c'est vrai. Bon, 35 degrés en Normandie, c'est un peu comme l'Angleterre, quoi. C'était pas très habituel. non. Quand tu cuis sous les arbres, t'as pas l'habitude, au contraire. Tu te dis, t'es bien en Normandie, t'as refait. Non, là, c'était pas le cas. Non, il devrait, je pense, être en pile partout en ce moment. Je pense que c'est bien le meilleur moment, en fait, pour l'acheter, pour expliquer vraiment à ses enfants, parce que en regardant le livre, ça explique tout de suite, en fait, ce qu'est le changement climatique. Et forcément, on entend toute la journée, enfin même dans la rue, papa j'ai chaud, maman j'ai chaud. Bah oui, mais pourquoi t'as chaud? Bah, tu veux un nouveau jouet en plastique? Bah, je vais t'expliquer en fait pourquoi il faut pas que tu aies un nouveau jouet en Ah, plastique. tiens, justement, je crois qu'on va passer sur un jouet en plastique Oui, juste après. après. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est beau. Donc évidemment, donc toujours le même principe en fait. On nous explique de manière assez logique, avec des schémas et des mots-clés mis en avant, comment se produit, comment la chaleur du soleil vient sur Terre. Le principe aussi que avec les gaz et l'atmosphère, etc., la chaleur reste. On nous explique aussi que il y a des températures idéales pour la survie de certaines espèces. On y revient.
J'avais un forcément. truc là-dessus. Attends, j'ai Enfin, juste un petit truc. J'ai lu un truc tout à l'heure. Je sais pas où c'est. Ça doit être là-dedans. Euh, ah ouais, c'est là-dedans. Euh, c'est dans un bouquin qui s'appelle Canicule. ouais. Après la fièvre, la canicule. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant parce que euh, l'article s'intitule Mort de chaud de David Wallace Wells. Les humains, comme tous les mammifères, sont des moteurs thermiques. Pour survivre, il leur faut continuellement se rafraîchir. Il suffit aux chiens de tirer la langue, mais pour les humains, la température doit être assez basse afin que l'air fasse en quelque sorte office de réfrigérant qui écarte la chaleur de la peau et permet ainsi au moteur de continuer à pomper. Le GIEC nous fournit une projection médiane au-dessus de 4 degrés d'ici 2100. On est toujours sur 2100, comme tout de suite. Si nous devions continuer sur notre lancée actuelle, l'impact déjà nous paraît impensable aujourd'hui. Des feux de forêt détruisant 16 fois plus de terre qu'actuellement dans l'Ouest américain, des centaines de villes englouties. Il ferait si chaud dans certaines métropoles comptant aujourd'hui des millions d'habitants, un peu partout en Inde, au Moyen-Orient, que le simple fait de sortir de chez soi en été engendrerait un risque mortel. D'ailleurs, cela pourrait advenir beaucoup plus vite, puisqu'un réchauffement de 2 degrés suffirait pour beaucoup de gens. Il n'est même pas besoin de considérer le pire des scénarios pour s'alarmer. De nos jours, la plupart des régions atteignent un maximum de 26 ou 27 degrés. La véritable ligne rouge pour l'habitabilité est à 35 degrés, au-delà de laquelle les humains commencent tout simplement à mourir de chaleur, soit un écart de 8 degrés. En revanche, ce qu'on appelle le stress thermique intervient bien avant, à tel point que nous y sommes déjà. C'est ça. Voilà. C'est bien, hein, je vous plombe la soirée. Hein. Ouais, c'est clair. On est vachement gay en plus ce soir, ce sujet. Non, mais je pense ouais. C'est d'utilité publique en fait d'en parler. Je pense qu'on peut pas se permettre de pas parler de ce genre de situation. Enfin, moi je pense que c'est vraiment important, quoi. Donc voilà, après la fièvre, la canicule, je vous mets ça. Hop. Donc sur le changement climatique, j'y reviens quand même. Parce qu'on a fait 3 pages, donc quand même. On nous explique en fait les températures. Non, bah c'est de famille en fait. J'ai un peu le même problème. Il fait chaud, il fait froid. Le climat, ce que c'est, la différence entre climat et temps. Le climat polaire, continental, tempéré, etc. Et que quand l'équilibre de la Terre est rompu, le climat change. Et que le climat a déjà changé à plusieurs reprises. Donc, à chaque fois, on revient en fait sur les différentes périodes avec les différents changements climatiques qui a déjà eu lieu. Donc, les aires tropicales, les aires glaciaires, etc. Les causes naturelles en fait de la Terre qui n'a pas tourné autour du Soleil, etc. De la même manière, les éruptions volcaniques. Attends, t'as dit quoi? Les éruptions volcaniques. J'ai un truc, je suis encore interrompu. Attendez. J'ai pris le poème d'Afrique du Sud. Parce que on n'a pas préparé ça. Hein. Je vous signale que c'est. On a préparé? Ah non, ça non. On n'a pas préparé. Mais ça non, mais. Non, mais... Peter Horn, l'éruption de Langa, 30 mars 1960, d'après Bertolt Brecht. On m'a dit que les rues étaient noires, de lave noire qui s'écoulait sur plus d'1 kilomètre de Langa, à la station de police de la place Caledon, et la coulée se répandait au pied de la montagne. Ceux qui observaient le phénomène, dans des voitures blindées et des hélicoptères, rapportèrent que tout allait bien, mais leurs visages étaient de cendres. Traduit de l'anglais par Katia Waliski. C'est un texte que j'ai trouvé dans le poème d'Afrique du Sud. Et en fait, pourquoi je l'avais marqué? Parce que je me doutais qu'on allait en parler. Parce que Ève, quand elle était petite, elle n'était pas grande. Et les volcans, c'était sa grande passion. Et il y avait un livre. Il y avait un livre, et l'autre jour, tu m'en parles et tu me dis, c'était quoi ce livre? C'était le livre sur les volcans de la Martinière. Édition de la Martinière. Donc, c'était un peu prédestiné. Hein. Et derrière moi, vous savez ce que j'ai? C'est de la lave. Ouais, de l'Etna, d'une éruption de l'année dernière. Ève m'a récupéré la lave de l'Etna. Elle était cherchée là-bas. La poussière de lave. Juste pour voilà. Vous entendez l'Etna? T'avais pas trop ce bruit-là. Ah, un petit peu quand même, quand ça tombe dessus.
Donc c'est pas un hasard si Ève se retrouve à la Martinière non plus. Hein. C'était écrit. C'était écrit que des choses comme donc voilà, éruption volcanique. Tac, ça t'a fait penser à ça. Tu t'es dit, faut qu'on en parle. Non, mais c'est surtout que ce bouquin, tu me l'as offert, t'as galéré à le trouver d'occasion. Ouais. Tu l'as réparé pour que je l'ai dans un bon état, etc. Et dans une vitrine sous clé, je le vois de mon bureau. Au quotidien. Ah ouais, il est dans une vitrine sous clé, dans un état parfait. Et le mien est sur mon buffet à Paris. Ça fait partie des rares bouquins qui sont arrivés à Paris. Et ouais, donc je le vois tous les jours, x2, en fait, chez moi et au bureau. Et en Normandie, il était sur un lutrin. Non, il était pareil sur le buffet. Sur le buffet. Ouais. Non, parce que si je commence à mettre tous mes beaux livres sur des lutrins, il n'y a plus de place pour le reste. Je me rappelle qu'on le voyait bien en tout cas. Par contre, ouais, je mettais debout des fois. Et voilà, donc ouais, les volcans, je me suis dit, c'est le moment d'en parler. Oui, forcément. C'est un petit sujet. Ouais. J'en étais où, moi? Les volcans, oui, les changements climatiques. Donc, il nous explique les dérèglements climatiques également, comment on fait pour comment vivre avec et les espèces qui ont disparu au fur et à mesure à cause de ça. On nous explique, forcément, hein, on y revient, l'activité humaine. Ouais. Voilà, hein. Rien n'est fait par l'homme, je précise, dit Daen 99. Mais c'était concernant le scénario ah oui. par rapport aux oiseaux. Si on ne change pas nos habitudes. Ah oui, je d'accord. pense que c'est ça. Si on ne change pas nos habitudes en 2100... Ah oui, bah oui. Ah, ça, c'est... Donc, forcément, utiliser, on y revient, hein, les combustibles fossiles et en abattant des arbres, forcément. Ils se rejoignent, hein, au final, les trois, parce que forcément, c'est des sujets qui se rapprochent, c'est des thématiques, pour les comprendre les unes les autres, et ben on va plus en profondeur sur les autres. Donc, je trouve ça assez intéressant. Puis là, il faut voir quand même que ce livre-là, il est fait quand même en abattant des arbres. Alors, oui et non. Enfin, oui, évidemment, tout tard. Mais chez nous, c'est différent. Voilà. Je sais que tu m'as dit, on a un label, c'est ça? Ouais. On a Iliga, donc vous pouvez le retrouver. C'est écrit comment ça, Iliga? YLIGA. Ah, j'ai pas cherché la source. Sur le site de la Martinière. Iliga, d'accord. Sur le site de la Martinière et de la Chaux, en fait, vous le retrouvez. Alors j'ai le site de la Martinière, je vais le mettre. Avec nos engagements. Les engagements, ils sont simples, c'est-à-dire qu'on n'imprime pas à plus de 1000 km de notre lieu de stockage. On n'imprime pas en Chine, on n'imprime qu'en Europe. On fait aucun transport en avion. Mais ça, c'est depuis quand? C'est récent ou... Alors en fait, c'est sur les ouvrages qui ont le label. D'accord. Et c'est un label qu'on essaye d'utiliser de plus en plus. Et de manière systématique, les éditeurs l'utilisent surtout pour des ouvrages engagés. Enfin, on ne peut pas faire un ouvrage... Par exemple, l'ouvrage de Victor Noël, dont je te parlais hier, il est sous le label. Puisque... Mais de plus en plus, en fait, l'idée, c'est de commencer par ces livres-là, puis d'avancer. Voilà, c'est ça. C'est aussi... On ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Non. Une encre plus responsable, un papier qui vient... qui respecte des normes avec des écolabels. Donc tu me dis, c'est label comment? Label Iliga? Iliga, YLIGA. YLIGA. Voilà. Et avec du papier donc, qui a des normes au niveau de la reforestation également. Une encre respectueuse. Des formats aussi proches et on fait du tirage à la suite. Parce que c'est des choses qu'on ne sait pas quand on n'est pas dans l'édition, mais quand on imprime un bouquin, on utilise des ressources forcément, mais quand on est sur les mêmes formats, on peut imprimer à la suite et du coup ça utilise moins de matières premières. Donc c'est plein de petites choses comme ça, moins d'envois de service presse, plus faire des envois systématiques de service presse, c'est quelque chose qui se fait quand même de plus en plus dans l'édition, mais sur ces ouvrages-là, on met un point d'honneur. Les ouvrages ne sont pas filmés, donc vous n'avez pas de film autour des bouquins. Donc, pour pouvoir rentrer dans le label, il faut quand même que les titres... il y a beaucoup de choses. Enfin, on ne peut pas faire un ouvrage de photos sous ce label-là, forcément. Donc, on est aussi en train de travailler là-dessus pour que ce soit au plus juste avec un maximum de nos ouvrages, en fait. Mais c'est une volonté, très clairement, de la Martinière et de la Chaux à terme, si on pouvait faire que des bouquins sous ce label, ce serait parfait. Et
Et donc, tu m'as dit tout à l'heure le plastique. Le plastique. Le plastique, t'as un bouquin. Puis après, on va passer. Attendez, parce que là, on est sur les bouquins jeunesse. Il n'y a pas que de la jeunesse. Hein. Et là, on est chez Delachaux et Niestlé. On va passer à la martinière après. Allez. Un canard à la mer. C'est tiré d'une histoire vraie. C'est-à-dire qu'en fait, on suit, et moi j'ai adoré, j'ai trouvé ça génial comment c'est fait. C'est très bien, c'est très beau en plus. Ouais. Moi j'aime beaucoup le dessin. Ouais, moi aussi. Hop, je vous approche. Hop. Et en fait, on suit l'histoire. Donc c'est tiré de l'histoire de qui? Alors, j'y arrive. Ah d'accord. Je remonte le graphisme un petit peu. En fait, on suit l'histoire d'un petit canard en plastique jaune et de sa vie. Et donc, c'est l'histoire de ce canard, en fait, qui est une histoire vraie. Puisque ce qui s'est passé, c'est que le canard était dans un... Mince, comment ça s'appelle ? Un container. Un container, merci. Sur un cargo. Voilà, sur un cargo. Il y a eu de la mer, le container est tombé à l'eau et il s'est ouvert. Donc, il y a eu énormément de petits canards jaunes qui flottaient comme ça, qui sont allés dans les fonds marins, etc. Et donc, on suit un de ces canards. C'est une histoire vraie puisque en fait, c'est ce qui s'est passé. En fait, on l'apprend à la fin puisque vous avez un petit carnet explicatif. Enfin, vous avez quelques données en fait à la fin. C'est quelque chose qui s'est passé, si je dis pas de bêtises, en 92, c'est ça. Donc il y avait des canards, des grenouilles, des tortues et des castors en plastique dans différents containers. Et en fait, il y a des scientifiques qui ont retracé le chemin de ces objets en plastique. Mais il faut savoir que tous les ans, tout le temps en fait, il y a des containers qui tombent à l'eau. C'est déjà arrivé avec des ouvrages dans mon groupe, donc je peux en parler. Ou des ouvrages qui sont jamais arrivés et on nous dit bah ça se trouve le container il est tombé à l'eau. D'accord, bon bah super. Donc on a cette pollution là en fait qui vient de ces transports maritimes et donc c'est expliqué via ce petit canard. Donc c'est assez sympa comment ça. Et alors, par rapport au plastique, je prends un petit passage du livre de Lydia et Claude Bourguignon, Pourquoi ne faisons-nous rien pendant que la maison brûle, aux éditions d'en bas. Et donc, ils parlaient de la pollution des engrais et des pesticides, et ils disent, et il faut rajouter la pollution par les 360 millions de tonnes de plastique produites chaque année, et dont seulement 2% sont recyclés. Que deviennent les milliards de tonnes entassées dans les sols ou flottant sur les océans, comme le canard de Ève depuis 1970? Il n'y a pas le canard de Ève, mais beaucoup se transforment en nanoparticules qui pénètrent les organismes vivants, poissons, plantes alimentaires, animaux et nous. Nous avalons chaque semaine une quantité de plastique équivalente à une carte bancaire. Et personne ne connaît les conséquences à long terme de cette pollution invisible qui touche les êtres humains. On ne sait pas en fait si en tirant la langue on peut retirer de l'argent dans un bancomat, dans un distributeur, vu que c'est une carte bancaire. Non, c'est un humour mauvais, mais voilà. Donc voilà, pourquoi est-ce qu'on fait rien pendant que la maison brûle? Et dans le livre de Ève qu'elle nous présente, il y a à la fin, si je me souviens bien, il y a un passage avec des propositions de solutions, hein, c'est ça. Il me semble que j'ai vu ça. Alors, c'est surtout qu'à la fin, on apprend que le petit canard qui était perdu, faut quand même expliquer, parce que le canard, justement par rapport à ce que tu disais, au plastique dans les océans. 2%, ouais. Et on nous parle notamment du 5e continent, en fait, avec le vortex de plastique, qui est quand même quelque chose d'incroyable. Donc le canard se retrouve bloqué dedans. Et à la fin, il a la chance quand même de se retrouver sur une plage. Et il finit dans le bain d'un petit garçon. Donc déjà, ce petit canard, il est tranquille. Il est recyclé. Il est recyclé en fait. Il est réutilisé. Et à la fin, donc sur la double page dont je vous parlais tout à l'heure, vous avez perdu en mer, donc c'est à peu près l'explication en fait avec ces containers que je vous donnais tout à l'heure, les courants océaniques, donc l'explication de comment tout ça a bougé, les chiffres du plastique,
donc qui reviennent aussi un petit peu à ce que tu as pu évoquer comme ça. Apparemment, 8 millions de tonnes de déchets en plastique atterriraient dans les océans chaque année. 8 millions de tonnes par an Rien que dans les océans, quoi. de plastique. Phénoménal. Juste du plastique, parce qu'évidemment, il y a plein d'autres déchets. Mm. Moi, c'est des chiffres qui donnent le tournis et en même temps qui donnent envie de vomir. Quoi. Oui, puis qui te disent comment tu peux agir, en fait. Il y a le fait, effectivement, d'acheter moins de choses en plastique, d'utiliser des produits qui existent déjà en plastique, que tu peux réutiliser, si tu peux pas te passer de ça, et puis le fait de faire des pressions par rapport aux fabricants qui fabriquent du plastique ou qui vendent, quand vous allez dans un supermarché ou quand vous êtes éditeur, effectivement, voilà, pas mettre de plastique autour des livres. Il y avait un éditeur qui avait fait ça. C'est une politique, hein. C'est vrai que moi, en tant que diffuseur, on a des éditeurs des fois qui nous disent, on met un blister autour, puis on leur dit, écoutez, c'est pas bon. Est-ce qu'il y a une autre Oui, la réalité des chiffres est cruelle, hein. Et c'est de plus en plus cruel parce que c'est des vérités c'est des chiffres que le GIEC ou d'autres organismes disent depuis plusieurs dizaines d'années et qu'on n'a jamais entendu. Et là, on arrive à un moment où on est obligé de sortir la tête du sable, même s'il y en a encore beaucoup parce qu'ils ont peur, hein, ça peut se comprendre aussi, mais ils ne veulent pas voir ces chiffres. Donc, mais c'est vrai que quand on voit les chiffres, là, qu'on voit les températures, tout de suite, c'est vraiment terrible. Et là, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la dernière partie. Il y a toute une partie où c'est marqué comment agir. Et ça, c'est vraiment se dire, qu'est-ce que, en tant que moi, enfant, je peux faire, quoi. Qu'est-ce que je peux faire. Et ça, je trouve que c'est assez génial. Oui, parce que c'est des actions simples à la portée des enfants, mais que plein d'adultes ne font pas. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire, un enfant peut apprendre à ses parents aussi. Et de se dire, par exemple, le premier, c'est nettoyer les plages. Si un enfant, il va se baigner avec ses parents et qu'il va pour ramasser les déchets, le parent, il va dire, tu fais quoi ? J'ai vu ça dans un livre, protéger l'environnement, on va ramasser les déchets. Et si vous voyez 2 personnes en train de ramasser des déchets sur une plage et que vous êtes 4, vous allez forcément les aider. Enfin, ça va vous mettre la puce à l'oreille. Et c'est par des actions comme ça qui pourraient être lancées par un enfant. Sur une plage, on peut avoir un élan comme ça de ramassage de déchets. Et c'est chouette. Et il y a énormément de choses comme ça. Et là, il y a aussi, si tu ne vis pas près de la mer, il existe des moyens d'éviter que le plastique ne se retrouve dans l'eau. Recycle tout ce que tu peux et jette tes déchets dans les poubelles. Ainsi, ils ne rejoindront pas les rivières puis les fleuves qui se jettent dans les océans. C'est tout bête, mais enfin, moi j'ai été élevée comme ça. Donc moi, ça me paraît tellement évident que oui, j'ai pas eu besoin de livres pour ça. J'ai besoin de livres pour d'autres choses, mais voilà. Mais à côté de ça, il y a plein de parents qui ne voient pas ça et c'est ça qui est intéressant. Oui, c'est les parents déjà sensibilisés qui achètent le livre, mais justement. Après, tu peux les avoir en bibliothèque, tu peux l'offrir aussi. Ouais, c'est ça, ça peut être ça. Ça peut être aussi une solution. Et la clé, c'est la consommation, oui, tout à fait. Oui, il faut arrêter de produire. Enfin, on est dans des crises de surproduction énormes. Merci Laura pour cette précision, parce que des crises de surproduction énormes et voilà. Alors, moi, je vous propose que après cette première partie, je lise un ou 2 petits poèmes d'Afrique du Sud, et puis on arrive à la Martinière. Des beaux livres de la Martinière, il y a des trucs magnifiques qui vont paraître. Il reste un de la chaux. Il reste un de la chaux. Il apparaît, donc on va faire la transition. D'accord, ok. La pluie mâle. Donc là, c'est un texte de Stephen Watson. La pluie mâle est une pluie en colère. Elle apporte avec elle la foudre forte comme notre peur. Elle apporte des torrents d'eau, transforme la poussière en fumée. Et nous frappons nos nombrils avec nos poings. Nous, une main à plat pressée sur le ventre, nous claquons des doigts à la pluie mâle en colère. Et nous restons dehors, dans la force de l'eau. Nous restons à l'extérieur, près de son tonnerre. Nous claquons des doigts en chantant, tandis qu'elle tombe. Pluie, fous le camp, tombe et barre-toi, pluie, dégage, rebrousse chemin, emporte ta colère, quitte cet endroit. Car c'est l'autre que nous voulons. La pluie femelle,
celle qui tombe doucement et détrempe la terre, celle qu'on accueille et qui nourrit les plaines. Ainsi, les buissons reverdissent et l'antilope revient au galop. Mais oui, la pluie, les torrents de pluie qui tombent, c'est pas cette pluie-là qu'on souhaite, c'est effectivement la pluie nourricière. Il y a une BD comme ça qui est sortie, alors que je te dise pas de bêtises. J'espère pas quand même. Mais, j'avais pas mal d'éditeurs quand même à tourner. Je crois que c'était chez Dargo. C'était l'histoire d'une petite fille qui se baladait dans les villages et en fait, ses cheveux aspiraient l'eau. Et c'était lourd, et elle se retrouve à traverser un village qui était sec. Et donc, elle essorait ses cheveux. C'est joli. Et parce que l'eau était attirée par ses cheveux, en fait. Donc, dès qu'il pleuvait, elle aspirait toute l'eau, mais elle redonnait l'eau, etc. C'est sorti cette année. Alors, quand mars ou avril, je crois. Mais ça me rappelle ça, et c'était assez chouette au niveau du graphisme. Okay. Bref. Très bien. Alors, tu me disais que chez Delachaux et Niestlé. En jeunesse. En plus, là, les libraires sont en train de préparer leur fin d'année, donc c'est des choses dont on a parlé aux libraires et dont les représ sont en train de parler aux libraires. Donc c'est de l'exclu. C'est les représentants. Ouais. Les personnes qui passent dans les librairies, on connaît ce langage. Nous, on sait, mais... C'est les personnes qui passent dans les librairies, qui sont diffuseurs, qui diffusent les livres des maisons d'édition, qui passent, qui présentent les programmes et qui disent « Vous en voulez combien d'Everest ?» Je vous mets 3000 mètres d'Everest. On va être quoi au niveau tirage? Au bout d'un moment, si chaque libraire fait ça. Mais c'est ça l'idée. Alors, Everest. Hop. Donc, on va être sur ce format-là. On va être sur un grand format à 19,90, 64 pages, qui sort en octobre. Et donc, on revient en fait sur l'histoire de deux personnes qui ont fait la prouesse de monter l'Everest. Alors, je n'ai plus l'année, je ne sais plus si tu l'as. Il y a leur nom devant. Si, sur la deuxième page. Non, sur la quatrième de couve. 1923. Voilà. Ah oui, là, plus. Ouais. Et c'est Edmund Hillary et Tenzing Norgay. C'est en sous-titre, en fait. Et donc, c'est expliquer cette prouesse qu'ils ont fait, mais ils ne l'ont pas faite seuls, parce qu'on retient leur nom, parce qu'ils sont arrivés au sommet, évidemment. Mais c'est également, en fait, toutes les équipes qu'il y a derrière pour faire en sorte que tout se passe bien. Et on le voit notamment sur cette illustration-là. Hop, qui est assez parlante, en fait. Et c'est aussi, en fait, nous parler de l'Everest. Qu'est-ce que c'est l'Everest? Aussi, il y a un mini-guide de survie pour l'Everest. Comment survivre sur l'Everest. Les risques, la déshydratation, la toux de haute altitude, l'hypothermie, problème d'oxygène. Oui, l'acclimatation, etc. Parce que c'est aussi une chose, quand on fait des montées comme ça, il faut faire attention à son corps parce qu'il faut qu'il s'acclimate. Donc, on a tous ces éléments-là, le plan pratique aussi, comment on fait pour passer d'un endroit à un autre, avec toujours moi, j'aime beaucoup les illustrations. Vous avez quand même pas mal de textes, mais qui amènent pas mal d'informations en fait là-dessus. Et donc on a le récit de ces personnes. L'explication en fait de comment ils ont monté cette exploration, quel matériel, comment ils en sont arrivés là en fait. Et aussi il y a possibilité avec un QR code qui est là, qui sera derrière l'ouvrage, pour les professeurs notamment, d'avoir un cahier pédagogique pour pouvoir en fait évoquer la montagne, notamment aux enfants. Donc voilà, Delachaux a toujours eu comme ligne directive, aussi bien pour l'adulte que maintenant pour la jeunesse, d'être dans la pédagogie. Donc dans l'apprentissage et d'aider en fait, on le voit notamment avec leur guide ornitho, etc., d'être dans cette approche-là. Alors je vous ai mis la référence du livre, mais je vous ai pas mis la référence du guide pédagogique. Mais par contre, il y a une référence. Si vous allez sur le site, vous faites un petit retour en arrière, enfin je sais plus comment, et vous allez trouver le lien pour le guide pédagogique. J'ai trouvé que c'était assez intéressant aussi. Ouais. Voilà.
Voilà, donc ça c'était Everest. Je me De la réjouis. show En fait, pour octobre. c'est assez génial parce que moi, en tant qu'éditeur, pour une fois, c'est pas moi qui présente des nouveautés C'est ça. et j'ai quelqu'un qui présente ses nouveautés et je trouve ça génial. Si un jour vous avez envie de présenter des nouveautés, ça peut m'intéresser. Vous n'hésitez pas, vous me mettez un message et puis on voit ça ensemble. Si vous êtes éditeur, si Je vous vais êtes t'envoyer auteur. des éditeurs. Oui, oui, bien sûr. Je vais dire aux éditeurs. J'adore ça. Allez en Suisse. Non, et puis ce qui est intéressant, À c'est l'eau qu'on... de la chaux, vous pouvez aller en Suisse. Mais j'y suis déjà. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que à la Martinière, on fait quand même plutôt du beau livre. Alors, on fait aussi de la littérature, notamment de la littérature scandinave. Mais c'est pas du tout ce que toi tu produis. Donc, on n'est pas sur les mêmes choses entre ce que je présente et ce que toi Et tu peux faire. clairement, moi, j'en ai rien à faire, en fait. Je suis pas là pour promouvoir quoi que ce Ouais. soit, même si je suis content de travailler dans une maison d'édition et puis de vendre des livres de la maison d'édition et j'en parle. Hein, quand j'aime le bouquin de Bourguignon, bah, pour moi, c'est un très bon bouquin. J'en parle, voilà, mais j'en parle pas. Tu parles de Euh, choses que t'aimes. je parle de choses que j'aime, voilà. C'est ça. Donc, c'est vrai que si y a un éditeur qui vient me voir et puis qui me fait voir des merdes, que moi, je trouve des merdes, hein, je dirais non, je suis désolé, mais pas ça. Mais voilà, c'est un peu comme quand j'ai fait les salons du livre et j'ai participé. J'invitais des auteurs que j'aimais, des éditeurs que j'aimais, et puis voilà, et puis je les faisais découvrir. Donc y a du choix. Hein. On n'est pas obligé de prendre les personnes qu'on n'aime pas. Il y en a d'autres qui vont le faire très bien. Moi, je suis pas du tout dans le style influenceur, machin. Non, non, mais j'explique Ouais, quand mais même. après, Je peux influencer peut-être, tu peux mais c'est influencer, pas mais par moi. rapport à ce que tu aimes et pas Voilà, parce qu'on te... parce qu'on Toi, va tu refuses une rémunération quelconque ou quoi que ce Oui, oui, soit moi, pour parler d'un livre. Donc oui, oui, déjà, ça réduit et ça m'arrive la de chose. recevoir des livres gratuitement dont je parle, mais je dis bien aux personnes qui m'envoient ces livres, si ça me plaît pas, j'en parle pas. Et puis l'autre fois, bah, ça va dans différents sens. Hein. L'autre jour, il y a une personne sur Twitch qui m'a parlé de ce polar que j'avais adoré là. Et donc j'ai fait le précédent Twitch que vous pouvez voir sur ma chaîne Twitch. Et j'ai fait tout le Twitch autour de ce bouquin-là. Mais je connaissais ni l'éditeur, ni l'auteur, ni voilà. Et, et je trouve que ça c'est génial, ça c'est super. Donc il y a d'autres livres à la Martinière qui vont paraître. J'en ai choisi certains. Hein. Là, moi aussi, je fais des choix. Et puis en plus, j'avais pas tout au bureau. Je vais pas de celui-ci. Alors que sur tous, on va dire presque, c'est celui que je connais le moins parce que moi, je travaille pas dessus. Mais qui va, pour moi, être un ouvrage assez exceptionnel puisque c'est un ouvrage qui va faire plus de 1000 pages. Donc ça va être un beau livre qui va être sous coffret. C'est 7 ans de recherche. Donc, 7 ans de recherche pour un livre, c'est quand même, enfin, je pense qu'on peut être assez d'accord sur ce sujet-là, c'est que c'est quand même beaucoup de temps. Et c'est sur la cuisine méditerranéenne. Et expliquer, voilà, les différentes recettes, en fait, et comment d'un endroit à un autre de la Méditerranée, elles évoluent, en fait. On ne met pas exactement les mêmes choses et que la recette, elle vient peut-être pas d'ici ou d'ici, mais c'est une évolution, etc. On a 24 pays, 1300 recettes. Donc, hop, et ça va être présenté en fait comme ça. On va être sur un papier en plus assez épais, justement. Et la personne qui fait ça, Hop, c'est Mireille Sanchez. D'accord. Voilà. Donc le sous-titre, c'est. Octobre. Le sous-titre, c'est donc Méditerranée, voyage dans les cuisines, 24 pays riverains et insulaires, 1300 recettes, 5000 ans d'histoire. Et moi, ce que j'aimerais bien, j'avais dit à Eve, quand il est là, j'aimerais bien le voir, parce que c'est marqué avec passion, humour et beaucoup d'amour, Mireille Sanchez offre au lecteur un voyage dans le temps au confluent des papilles et de la culture. En 18 chapitres, elle répertorie 1300 recettes ancestrales et traditionnelles ou revisitées et modernisées, apéritifs et entrées, etc. Mais aussi cuisine au vin et cuisine des pirates. Avec un grand talent de conteuse, elle nous plonge également dans 5000 ans d'histoire et nous dévoile ces trésors de la Méditerranée à travers des poèmes, des chansons populaires et moult anecdotes croustillantes autour de la cuisine, de la gastronomie, etc. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que si je vous prends par exemple le citron,
Là, par exemple, on va voir le citron Beldi. Donc, c'est assez sympa. On a des recettes, donc une recette qui vient de Tunisie, une autre d'Italie, et puis on a un petit truc, et puis une autre du Maroc, et on a le citron Beldi, et qui nous dit tout en saveur le petit prince Marrakchi, et puis il y a ce petit citron un peu rond, venu tout droit du Maroc et surtout de Marrakech. Il est appelé citron Beldi, Limoun Beldi, ou Limoun Boussera en arabe, ou encore El Hamed El Beldi. En France, il est connu sous l'appellation de citron bergamote, et contrairement à son nom, il n'a rien à voir avec la bergamote, ce qui est assez logique. Hein. Le citron Beldi, c'est tout le soleil marrakéchois, tant il est très difficile de le faire pousser ailleurs, et tant il est un des ingrédients phares des tagines de cette région. La récolte de ce précieux fruit du bergamotier, qui ne se fait qu'une fois par an, de fin décembre à fin février, ajoute à son caractère exceptionnel. Fréon l'utilise comme un citron plus classique, mais c'est confit qu'il tient sa réputation, ajouté aux plats les plus emblématiques de la cuisine marocaine, tagine, couscous, salade cuite. Ça, je trouve que c'est vraiment très intéressant, et je me réjouis de voir les poèmes. C'est dommage qu'il manque un ou deux poèmes dedans. Hein. Il faudra leur dire la prochaine fois. Sur le prochain 4 pages. Sur le prochain 4 pages qu'ils mettent un ou deux poèmes. Enfin, en plus, c'est même pas du 4 pages, ça fait plus que 4 pages, mais on appelle quand même ça. Là, okay. C'est presque, en fait, tu utilises les recettes et la cuisine un peu comme excuse, je trouve, pour parler, en fait, des coutumes de la Méditerranée et de tout, en fait. Ces pays qui sont des pays différents, mais qui ont quand même une culture quand même proche et commune. Et encore ce côté à montrer qu'il n'y a pas trop de frontières, en fait. Oui, et là, la cuisine rassemble. Donc, là, par exemple, si on prend toujours sur la même page, hein, dans la recette italienne, pâte au citron, spaghetti al limone, on a la recette, donc qui est vraiment avec les ingrédients comme d'habitude, et puis la manière dont la recette se fait. Et à la fin, il y a un petit truc, il s'agit d'une spécialité traditionnelle de la côte amalfitaine et de la région de Campanie d'Italie. Les spaghettis seraient arrivés en Italie en l'an 827 via la Sicile, apportés par les Arabes. Le nom moderne de spaghetti semble dériver du mot spago, fine ficelle. En Sicile, le mot trii, issu du persan itriaou, signifiant ficelle, est encore en usage pour désigner ces pâtes. Voilà. Et c'est intéressant parce qu'on a la recette, on a le truc sur le citron, et puis on a le petit côté historique. Moi, je me réjouis de le découvrir, en plus de 6 pages. Oui. Alors, il y en a 1000, hein, donc tu auras de quoi lire. D'accord, ok. Ça te va? Ça me va. Le suivant, Chloé, les défilés. Mais alors ça... c'est peut-être pour ça que c'est marqué une invitée de marque. Ah oui. Les marques... Ah, les marques. Chez La Martinière, ils ont on a toute la collection des défilés. Donc, il y en a eu plusieurs maintenant. Il y a eu donc Chanel, Dior, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Prada, Versace, Vivienne Westwood et donc la nouveauté qui va être Chloé qui sortira en octobre. C'est une collection en fait qui a comme but de mettre en avant les défilés de haute couture des différentes maisons. Là pour Chloé, on le fait cette année parce que c'est les 70 ans de la maison de couture. Donc expliquer en fait... moi je suis un ignare total, je ne sais pas qui c'est Chloé. Alors Chloé, c'est une styliste égyptienne, enfin ça a été fait par, j'ai perdu son nom, Gabi, peut-être que ça doit être écrit, oui, à Guyon. Et donc ça a été au niveau de la mode une des avant-gardistes au niveau de la mode féminine, pardon, non féministe, mais ça s'en féminine, mais ça s'en rapprochait quand même parce que on parle beaucoup en fait dans la mode des changements faits par Chanel qui a retiré la robe, qui a Coco Chanel qui a commencé à mettre les tailleurs pantalons pour les femmes en s'inspirant des tenues qu'utilisaient les jockeys, sauf que Chloé, Gabi Hagen le faisait déjà en fait chez Chloé. D'accord. Donc voilà, on revient sur ce genre de choses. Et pour parler du suivant, ça te Attends, je voudrais que tu termines sur celui-là. C'est ce format-là? Oui. C'est ce format-là. On est sur ce format-là. Ah oui, plus de 1100 photographies. Ouais. 19 par 27.
632 pages. Ah ouais. Là, en Ah ouais. ce moment, toute la collection défilée, donc tous ceux que je vous ai cités tout à l'heure, Chanel, Yves Saint Laurent, Dior, Versace, Vivienne Westwood, j'en ai oublié un, Louis Vuitton, il m'en manque encore un, Prada. Ils viennent d'être réimprimés. Donc ils sont en librairie, ils sont re-rentrés en stock là récemment. Est-ce que ça a été un carton sur Noël l'année dernière pour nous parce que c'est une autre manière en fait d'approcher la haute couture. On est sur des ouvrages assez onéreux. Après, dans la mode et dans la reproduction, de toute façon, dans l'art, il n'y a pas trop le choix au final. Mm. Et c'est vraiment, voilà, moi avant de bosser à la Martinière, l'année dernière, j'ai dit à mon compagnon, j'ai envie de m'acheter tous les défilés, mais ça va être un budget, donc je vais m'en offrir un ou deux par an. Bon. Bon, après, F, t'étais pas loin de Granville. Oui, où il y a le musée Dior. Où il y a le musée Dior, où t'es allé quand même plusieurs fois. Oui, où j'ai failli y retourner la semaine dernière en plus. Ah oui, d'accord. Oui. Ouais. Sachant que Dior, ils ont ouvert un nouveau musée à Paris. Ah. Qui est gratuit. Ah, dans les locaux historiques, en fait. Tu dois juste réserver sur Internet ton entrée et c'est les locaux où tout a été produit chez Dior, au-dessus de la boutique. Ouais. Oui, j'ai vu ça. D'accord. Parce que oui, voilà. Parmi mes petites passions, en plus des volcans. Je ne peux pas des, aimer que les volcans. Des hasards, hein, quand même, ça. de travailler dans une maison d'édition qui produit des choses que j'aime, quand même. Ouais, c'est quand même pas mal, ouais. C'est embêtant. Hein. Et donc, Chloé a eu plusieurs... Enfin, au sein de la maison Chloé, il y a eu plusieurs grands couturiers, notamment Karl Lagerfeld. Et donc, ce qui permet de vous parler du suivant. S'il n'y a pas de hasard. Karl Lagerfeld Unseen, les années Chanel, en fait, c'est tout ce qui n'a pas été raconté, les coulisses, entre guillemets, de Karl Lagerfeld quand il était chez Chanel. C'est un ouvrage qui fera 352 pages, qui sortira en même temps aux États-Unis et en Angleterre. Donc on fait une grosse sortie et où en fait on revient. Alors là, il n'y a pas énormément de parties texte parce que c'est vraiment les premières pages voilà, que j'ai, mais où on a en fait des photos de ces défilés et aussi les grands moments en fait de Karl Lagerfeld chez Chanel, mais pas le point de vue photographe de mode et ce qu'on avait l'habitude de voir tout lisse, avec aussi certaines citations de Karl Lagerfeld parlant de lui, de ses défilés, de sa manière de travailler. Vraiment un gros travail en fait pour nous parler de qui était Karl Lagerfeld chez Chanel, qui a quand même était un des piliers de la mode et qu'il est toujours, puisqu'en fait, il influence toujours sur la mode actuelle, même maintenant qu'il nous a quittés depuis 3 ans. Et il a commencé quand même par gagner un concours ex aequo avec Yves Saint Laurent. Oh. Oui. Et ils se sont toujours tirés la bourre, entre guillemets, non. Mais gentiment. Enfin, et il y a toute une histoire comme ça entre Karl Lagerfeld et Yves Saint Laurent qu'on retrouve notamment dans... J'ai perdu le nom. Dans le film, le biopic sur Yves Saint Laurent qui est extraordinaire, on voit ce lien notamment, et ça fait partie de ces créateurs en fait. Enfin, moi voilà, pour moi il y en a 4 qui sont très parlants. Pour moi, il y a Dior, il y a Yves Saint Laurent, il y a Karl Lagerfeld et il y a Coco Chanel. C'est pour moi les références dans la mode. Je parle du point de vue mode, du point de vue personnel. Certains, voilà. D'accord. mais voilà. Pour moi, c'est un peu une petite anthologie de. Enfin, on aimerait bien avec des petites souris, en fait, savoir ce qui se passe derrière. Et là, c'est ça. Et ça, je suis très contente. Moi, ça, je suis pressée de le voir, comme le défilé. Là, ceux-là, papa, il ne les demande pas. Mais moi, je suis contente de les voir. Ah bah oui, tu les verras. Donc, c'est ce format-là, c'est un grand format. Oui. Hein. Ah oui, tous les formats que je montre là, c'est les formats des ouvrages. Donc, 24,5 sur 33,5. Et le dernier, est-ce que tu veux en parler? Parce que c'est toi qui me l'as demandé celui-ci. Et j'étais assez étonnée. Non, parce que moi, je trouve que c'est passionnant. C'est un bouquin sur la sociologie de la mode. Et je trouve que c'est vraiment, pour moi, c'est ce qui m'a... Moi, je connais rien en mode. Hein. Pas grand-chose. Je suis pas très... je saurais peut-être pas reconnaître un truc de chez Yves Saint Laurent et un truc de chez Chanel. Peut-être même pas. Tu vois. Donc, vraiment, je suis vraiment nul. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est
pourquoi à certains moments on va utiliser tel vêtement, pourquoi on va changer, pourquoi dans tel pays on va utiliser tel vêtement. Et j'ai trouvé que le quatrième de couve m'intéressait beaucoup. C'est pour ça que j'ai dit à Ève, ah bah celui-là j'aimerais bien le lire. Véritable précis de mode vivante, cet ouvrage retrace l'origine, tant historique que sociologique, des tendances actuelles. Comment le crop top, sacralisé par Britney Spears dans les années 1990, je ne sais pas ce que c'est que le crop top, cristallise aujourd'hui des questions clés de genre et de société. Euh, vous en savez certainement plus que moi. En quoi la claquette chaussette, je ne sais pas ce que c'est que la claquette chaussette. Ou le durag, je ne sais pas ce que c'est que le durag. Foulard, enfin c'est marqué foulard porté à Harlem dans les années 30. Mais pour moi, je ne connais pas du tout cette utilisation, illustre les nombreuses vagues de transferts culturels dans la mode. Pourquoi le pouf, cette perruque meringuée, alors il y a une photo de pouf à l'intérieur, donc revient en force notamment chez les créateurs anglais. Voilà, images d'archives et photographies contemporaines viennent illustrer cette mosaïque de pièces qui compose une grammaire fondamentale de l'histoire de la mode. Et ça, vraiment, ça m'intéresse énormément. Voilà, pouf pouf, voilà, ça y est, j'ai trouvé le pouf, et c'est assez génial. Voilà, donc oui, ça me plaît assez. Euh, voilà, donc j'avais. Tu me Voilà. l'avais demandé, Ouais. mais pour l'instant, je ne l'ai pas, puisqu'il sort, pareil, il sort Oui, mais fin septembre. il y a rien d'urgent. Moi, Fin septembre, début octobre. je dis toujours que si le livre il est bon à sa sortie, il sera encore bon 2 ans après. Hein, donc il n'y a pas de problème. Il y a des livres qui vieillissent très mal, mais au bout de 40 ans ou 50 ans. Mais si le livre est bon, dans les 5 ans qui suivent, avant l'effondrement, vous aurez le temps de le lire. Non, puis c'est l'avantage aussi aux éditions La Martinière, c'est que ils font des ouvrages de fond. C'est que c'est pas des ouvrages sur des choses à la mode aujourd'hui et qui ne seront plus dans 10 ans. Enfin, quelque chose qui revient sur la sociologie de la mode. Bah, tu peux le lire aujourd'hui comme tu peux le lire dans un an. Enfin, Ouais. L'histoire passée, c'est l'histoire passée, quoi. Ouais. Ok. Tu peux ajouter quelque chose? Écoute, j'avais un poème encore à vous lire avant de vous quitter. Je vous remercie toutes et tous. Ève, je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Et puis, j'espère qu'on va se revoir comme ça quand tu auras des nouveautés de temps en temps. De temps en temps. Si t'es sage, je te ramènerai. Ouais, mais c'est bien que tu viennes en parler aussi. Oui. Moi, j'aime bien les lire, c'est vrai, mais c'est bien aussi parce que tu connais un peu plus que moi. Voilà. Donc, c'est quand même bien d'avoir la personne, l'éditrice ou la Enfin, personne. je suis pas éditrice. Ouais, Attention, enfin, attention. Non, enfin, l'éditrice ou la personne qui travaille dans la maison d'édition qui puisse s'y présenter, quoi. Voilà. Un grand merci à vous. Et je termine par un bouquin qui est toujours d'actualité, même s'il a paru en 2001. Les poèmes d'Afrique du Sud, ils vont pas se démoder tout de suite. Donc, vous pouvez encore les lire. Et je termine par la contraction et la clôture de la Terre. Un grand merci à vous. Et je vous dis à mardi. Et mardi, j'aurai une autre surprise. Il y aura quelqu'un d'autre, je pense. Ainsi parlaient les héritiers de la Terre, même si ça n'est plus la nôtre. La Terre va être pliée comme une couverture, réduite à la paume d'une main. Le bœuf enfonçant va s'empêtrer dans les fils trop faibles pour se libérer d'un coup de rein, épuisé par la cadence du joug et de la charrue. Ils vont nous entasser comme des têtards dans le fond d'une calebasse. Les dots de nos filles seront payées en papier, monnaie qui va, qui vient. Il ne faut pas verser le sang, c'est ce qu'ils disent ces temps-ci, afin d'unir les différents peuples. Jusqu'au jour où on ne s'occupera plus les uns des autres, comme la vache lèche son veau, pour autant que l'amour et la nature la pressent de le faire. L'argent peut-il rassembler le peuple? Oui. Un homme peut se disputer avec l'épouse de son fils. Le fils n'a même plus à respecter sa mère. Oui, il faut se recroqueviller. Impossible de se détendre depuis que la terre est clôturée. C'est traduit de l'anglais par Katia Waliski. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à Daen et puis euh, différentes personnes qui sont intervenues. Laura, alchimiste des mots, voilà. Merci à vous. N'hésitez pas si vous avez des
des livres à proposer, la prochain tweet, vous me mettez un petit mot, etc. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous remercie. Merci beaucoup, Ève. Merci. Et je vous embrasse et je vous dis à mardi. Merci. Salut